Retard, on a un petit problème technique à l'allumage. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire. On va de toute façon encore attendre quelques secondes avant de lancer ce webinaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour se présenter et on va vous proposer en même temps que vous nous écriviez sur le chat, que vous avez normalement sur votre droite, pour nous dire ce que vous faites et puis si vous voulez, d'où vous êtes, de quelle région vous êtes, pour qu'on puisse mieux vous connaître et qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de partager la scène avec Mathieu. Mathieu, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Levavasseur. Je suis fondateur de Spartid. Spartid, on est une start-up française qui propose une plateforme d'apprentissage sur mobile qui est pensée pour animer, engager les équipes en entreprise de manière continue. On va amener à en reparler. Et je suis ravi de participer à ce webinaire avec EdTech aujourd'hui et avec Alexandre et pour parler effectivement de performance dans la création et l'animation des parcours. Merci Mathieu. Et donc, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens de partout, Cannes, Toulouse, j'ai vu Limoges aussi. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Alexandre Lec. Je suis dans le secteur de la formation depuis 12 ans. J'ai créé d'abord une première agence de formation digitale qui s'appelle EduFactory, qui a créé de la formation sur mesure, multimodale pour pas mal d'entreprises. On a eu des milliers de projets sur lesquels on a pu travailler. C'est là que j'ai pu rencontrer d'ailleurs Mathieu et l'équipe de Spartid. Cette société a été rachetée par le groupe Alten au mois de septembre dernier pour continuer à accélérer leur partie transformation digitale. Et en parallèle, on a créé il y a 3 ans maintenant EdTech, qui est un copilote pour les acteurs de la formation dont on va pouvoir vous parler. Je pense, Mathieu, on a pas mal de monde là qui nous a rejoints de un peu partout. Donc, bonjour à tous. Puis de Dôme, je connais très bien cette région et je l'adore. On va donc vous faire un webinaire aujourd'hui de 45 minutes sur la formation à impact et on va vous parler de stratégie dans la conception, la création et dans l'animation. Et on va vous parler de la complémentarité, évidemment, de ce que l'on peut offrir. L'objectif, ce n'est pas une démarche commerciale, c'est de montrer comment ça fonctionne chez nos utilisateurs et ce qu'on peut apporter comme valeur. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la société EdTech, donc nous sommes un copilote IA pour les acteurs de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que derrière ce copilote, on a une multitude d'agents d'IA qui sont spécialisés à avoir des tâches. On en parlera plus en détail pour voir comment ça peut vous accompagner. L'objectif, vous le voyez sur le diagramme de gauche, c'est de pouvoir soit partir de la page blanche, c'est un syndrome, on va dire, assez commun pour les responsables de formation, mais plus régulièrement, c'est surtout analyser du contenu de formation. Et n'importe quel type d'élément que vous voyez sur la gauche, que ce soit des fichiers, des Word, PDF, PowerPoint, ce que vous voulez, des vidéos, des liens vers des sites Internet, que le copilote puisse vous aider à les analyser et à vous accompagner dans le cadrage, le brainstorm, puis l'ingénierie pédagogique de formation pour produire des modules. On a adressé les 3 grands personas de notre secteur, les organismes de formation, les départements de formation des entreprises, donc le corporate learning, et également les établissements d'enseignement. Vous pouvez voir les quelques logos en bas. On a plus de 130 clients actuellement qui utilisent notre solution. Voilà pour la solution EdTech et je vais te passer la main, Mathieu, pour la solution Spartid. Voilà, merci Alexandre. Et donc Spartid, alors nous, on vient vraiment en aval d'une solution comme EdTech, puisqu'on propose une expérience d'animation, une solution d'animation de la connaissance pour les collaborateurs, pour vos employés, pour vos apprenants, et notamment constitués en équipe. Et ça à travers une expérience qui est une expérience sur mobile, d'une part, surtout une expérience de jeu la plus simple et excitante possible. Donc on s'inspire énormément je veux être un Duolingo du corporate learning, et avec une animation qui est continue, c'est-à-dire avec un système de temps fort, de campagne, on reviendra là-dessus, qui ont lieu tous les mois et qui permettent d'occuper le terrain et le temps de manière très régulière, et donc de faire ainsi grandir une culture d'apprentissage, une culture apprenante dans les équipes, dans les micro-communautés d'équipes au sein de votre organisation. On aura l'occasion de rentrer plus précisément dessus après.
Ça marche, merci Mathieu. Donc, on va commencer par l'état des lieux dans la formation. Évidemment, on fait toujours un état des lieux avant de pouvoir adresser des solutions. Et l'état des lieux est celui-ci. Donc, on en a évidemment pas mal parlé avec l'équipe Spartid. Alors, ce que vous allez voir, là, on parle des nouvelles attentes des apprenants, mais ce que vous voyez dans les bullet points, en réalité, ce sont des sujets qui sont connus. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, maintenant, c'est une obligation d'adresser ces sujets-là. C'est-à-dire l'accessibilité avec la méthode ATAWAD. Donc, Anywhere, Anytime, Any Device, vous connaissez cet acronyme, aujourd'hui est demandé de manière beaucoup plus forte. Et évidemment, c'est un enjeu auquel Spartid répond énormément, mais qui est devenu quasi obligatoire aujourd'hui lorsqu'on conçoit et produit de la formation. Personnalisation et adaptabilité, à l'ère de l'intelligence artificielle, ça semble comme une évidence. C'est être en capacité d'avoir des modules qui évoluent et qui s'adaptent aux apprenants. Donc, de la même manière, c'était au départ une tendance, aujourd'hui, c'est une obligation. La variété des formats pédagogiques, même constat, je vais me répéter, mais c'est une réalité sur ces 4 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander que les contenus soient avec des modalités qui soient diversifiées. Donc, on va parler de gamification, de mise en situation, de scénarisation, et ça, on va vous en parler évidemment pas mal de fois pendant ce webinaire. Et puis, évidemment, la pertinence et la qualité, la mise à jour régulière. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une augmentation assez folle des contenus de formation disponibles, soit par les offres catalogues, soit par des formats simples qui sont proposés sur de différentes plateformes et sur différents réseaux. Et donc, un besoin de mise à jour régulier extrêmement important qui est demandé par les apprenants. Donc, ce sont vraiment les 4 gros constats et une accélération autour de ces 4 gros constats que vous avez dû également voir au quotidien. N'hésitez pas évidemment à réagir si vous voyez par exemple d'autres états des lieux ou d'autres constats que vous souhaitez qu'on adresse directement dans le chat. N'hésitez pas. Dans cet état des lieux, il y a les défis qui ont été rencontrés. Point qui est important. Ce qu'on a réalisé, nous, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire face à l'obsolescence des compétences. C'est-à-dire, je pense que vous avez, pour la grande majorité, entendu parler du rapport de l'OCDE qui est sorti déjà en 2022, donc il date déjà, qui disait les compétences dans les années 80 avaient 30 ans d'espérance de vie. En 2022, c'était moins de 2 ans. Et à l'ère de l'IA, 2 ans plus tard, nous, on considère que c'est moins de 1 an. Donc, on a un enjeu très, très fort autour de l'obsolescence des compétences et donc des modules qui sont appropriés pour faire ce qu'on appelle du reskilling des collaborateurs. Ensuite, comment gérer l'augmentation des ressources pédagogiques? Je pense que le digital learning, vous l'avez tous vu, a eu une accélération extrêmement forte dans les années précédentes, Covid ou pas, mais dans tous les cas, il y a eu une accélération. Et donc, comment gérer et comment naviguer dans cet océan de ressources à disposition? Troisième point, et après je te passerai la main Mathieu sur ces constats qui vous concernent d'autant plus, faire plus avec moins. Alors, on ne va pas se cacher, c'est une réalité aujourd'hui. Les budgets ne sont pas illimités, l'environnement économique n'est pas le plus propice du monde. Alors, je ne veux pas être un peu morose dans ce webinaire ce matin, mais c'est une réalité, donc on veut dire les choses clairement. Et donc, faire plus avec moins devient un enjeu extrêmement important pour la formation. Ensuite, Mathieu, si tu veux, toi, prendre les 2 autres bullet points sur l'engagement et sur la rétention des connaissances. Oui, tout à fait. Il y a comme l'expliquait Alexandre, il y a un enjeu extrêmement important, stratégique en amont, qui est celui de effectivement l'identification des besoins d'évolution des compétences et la planification, la stratégie pédagogique qui en résulte. Et c'est un élément, un prérequis absolument indispensable, un préalable. Après, en aval, un des grands enjeux, c'est que ces connaissances qui ont été identifiées, fixées dans un plan, puissent se transformer en réflexes, en connaissances effectives dans le cerveau de vos apprenants. Et c'est là où l'animation, l'engagement des apprenants est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il faut réussir l'amont, la stratégie, et il faut réussir aussi le déploiement effectif au niveau des esprits. Et ça va passer effectivement par une approche de pouvoir mettre en place un lien d'apprentissage avec les collaborateurs, avec les apprenants qui sont ciblés, et que ce lien soit régulier. Donc, c'est là où l'enjeu de la rétention est extrêmement important. Donc, établir ce lien, établir une expérience
d'apprentissage et faire en sorte que cette expérience soit la plus régulière possible. Parce que c'est dans la régularité et la répétition, on verra, que des connaissances se transforment en véritable réflexe et derrière en culture pour l'entreprise. Si on veut faire progresser sur le thème de la sécurité, on verra quand on illustrera tout à l'heure, l'enjeu, c'est d'avoir une vraie culture de sécurité dans l'esprit de chacun des collaborateurs. Merci beaucoup. D'ailleurs, je crois que tu as une stat qui va sortir dans une des slides après qui est assez impressionnante sur justement l'engagement des apprenants. D'ailleurs, elle est juste là. Voilà. Je fais la passerelle. Oui. Et donc, effectivement, il y a le problème que nous, on a identifié… On a envoyé en parallèle un questionnaire, donc n'hésitez pas à y répondre. Il a dû s'afficher sur vos écrans. Je le vois qu'il s'est affiché sur la droite. Excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Donc… Non, je t'en prie. Effectivement, c'est important. N'hésitez pas à répondre au sondage sur la droite de votre écran. Et moi, en parallèle de ça, effectivement, je voulais revenir sur ce problème qu'on a identifié, qui est que d'une manière générale, dans le monde de la formation, on constate que près de 90% des collaborateurs dans la formation corporate ne vont pas au bout des contenus de formation qui leur sont proposés. C'est-à-dire quand ils démarrent un module, on a 90% des utilisateurs qui ne terminent pas leur module. Donc ça, c'est un vrai problème, effectivement, d'engagement et du coup d'animation au niveau des collaborateurs. Donc on ne peut pas laisser les collaborateurs tout seuls face aux défis de formation qu'ils ont eux aussi. C'est un défi de proposer les bons modules, comme on l'a vu, aux collaborateurs. C'est un défi aussi pour les collaborateurs, eux, de remplir ces modules. Et c'est là où ils ont besoin d'être accompagnés, d'être animés et d'étaler aussi cette expérience dans le temps. Et c'est un enjeu d'alignement, effectivement, ensuite pour l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a quasiment tout le monde qui a terminé de répondre au sondage. Je ne sais pas si l'équipe de médiation va pouvoir nous afficher les résultats. Tu dois les voir comme moi. On a une majorité, on a 50%, un petit peu au moins 48% des répondants qui disent engagement numéro 1, enfin sujet numéro 1, justement Mathieu, qui va te concerner majoritairement, maintenir l'engagement des apprenants. Ça, évidemment, c'est un point qui vous intéresse tous. Ensuite, à égalité, à 18%, on a augmenté la rétention des connaissances, donc également sujet que tu viens d'aborder, Mathieu, et à égalité, donc faire plus avec moins. Donc, on a bien fait de mettre évidemment cette thématique ici. C'est, je pense, un enjeu pour tout le monde d'avoir la capacité de produire avec des budgets qui sont soit ISO d'une année à une autre, soit qui sont en diminution. Et ensuite, faire face à l'obsolescence des compétences, qui représente quand même 15% des répondants, qui est un enjeu extrêmement important pour vous également. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit sondage. On va passer à la slide suivante et à l'étape suivante. Donc maintenant, quelles sont les stratégies? On vous a parlé d'impact et de stratégie. Donc maintenant, ça va être le moment de rentrer dans le vif du sujet. Donc stratégie pour travailler en profondeur les contenus de formation. Donc, on va commencer par la partie qu'on pilote de notre côté. Et nous, on propose en fait une solution en 5 étapes. On propose avec nos utilisateurs et l'outil a été structuré également pour répondre à ces enjeux-là et pour s'assurer qu'on ne laisse rien de côté. En réalité, qu'on puisse aller le plus loin possible dans l'analyse, la structuration d'une formation. Donc, le point numéro 1, c'est l'analyse des besoins et la définition des objectifs, évidemment. Ça, vous le savez, il n'y a rien de nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut avoir une orientation claire et précise du projet de formation, soit quand on part de la page blanche, soit quand on a déjà en fait des éléments. Donc, en fait, l'idée ici, c'est le pré-cadrage ou le cadrage en fonction de vos process internes qui consiste à analyser le besoin de formation en profondeur et donc très souvent de récolter des retours des utilisateurs. Si jamais c'est une formation qui est nouvelle, bien évidemment, l'IA peut aider à faire des orientations et on verra comment ça peut fonctionner. Étape 2, les bonnes sources. On a parlé de la quantité très très large de contenu ou parfois le syndrome de la page blanche. Donc, l'étape 2, elle va être de se dire une fois qu'on a commencé ce cadrage, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Si j'ai rien, qui peut m'aider? Donc, un copilote IA est fait pour ça, évidemment. Et surtout, qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'identifie les bonnes sources, je les analyse, je regarde si elles sont obsolètes, si elles sont utilisables ou si je dois les compléter d'externe. Parce qu'en règle générale, on est dans de l'hybride et on va avoir des documents sources et des choses en plus à ajouter. Une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, étape 3,
c'est notre métier à tous, la conception pédagogique. Et c'est là où justement on va pouvoir gagner un temps fou. On considère que 70 à 80% de la valeur en fait d'un contenu de formation, et là je parle vraiment dans la conception et production, 70 à 80% de la valeur, c'est sur la conception pédagogique. C'est vraiment le point sur lequel il faut mettre un maximum de muscles, maximum de force, on va dire, et c'est l'étape sur laquelle justement l'IA peut aider, automatiser et booster la créativité. Et ça, c'est un point qui est très très important, on va le voir, et on aura même quelques stats. Puis on va passer évidemment à la production des ressources pédagogiques, avec la capacité justement d'avoir du multimodal, l'obligation qu'on avait montrée dans le constat, d'avoir des activités théoriques, mais aussi des jeux, d'avoir des mises en situation, des études de cas et autres types de contenus et activités. Et enfin, très très important, qui assez souvent est laissé de côté, c'est l'évaluation et l'amélioration continue du module, c'est-à-dire ne pas s'arrêter simplement à avoir un module fini, Scormé par exemple, mais être en capacité de le modifier, de faire des mises à jour. Cette étape 5, elle est cruciale et en réalité, elle va permettre de créer un cercle vertueux qui permet de mettre à jour un contenu en fonction des feedbacks qu'on va avoir lorsqu'on conçoit et lorsqu'on produit. Donc, on va vous le montrer dans une démonstration tout à l'heure. L'outil vous accompagne à ça et les agents d'IA qu'on a créés derrière le copilote vont vous aider à faire ça, c'est-à-dire analyser des documents sources, faire un cadrage pédagogique avec un déroulé, aider à générer du contenu, des images, des vidéos, créer des activités autour de cela et ensuite versionner le module, point extrêmement important qui est en lien avec l'étape 5 qu'on a montré précédemment, et ensuite l'exporter dans le format de votre choix. Dans l'exemple qu'on va vous donner tout à l'heure et qu'on va faire en live, on a fait exactement ce chemin-là. Je vais d'ailleurs le faire en partie en live avec vous sur la plateforme et on va ensuite exporter un SCORM et le donner à l'équipe de Spartik pour que vous voyez cette complémentarité et comment est-ce qu'on peut travailler en profondeur sur l'utilisation des deux solutions. Le gain de temps, évidemment, est considérable. Ce qu'on a mis ici, c'est une moyenne des utilisateurs de ce qu'ils nous ont remonté comme information. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choses que les technologies ne peuvent pas faire et que, donc, pour lesquelles on ne peut pas remplacer l'humain, bien évidemment, et ça n'a jamais été l'objectif de remplacer, mais il y a réellement des choses comme le cadrage du besoin ou la restitution avec les métiers. Ce sont des sujets que l'IA ne peut pas faire. Par contre, il y a des sujets sur lesquels l'IA peut décupler les capacités de l'humain, et pas le remplacer encore une fois, mais aller beaucoup plus vite. Par exemple, appropriation des contenus sources, qui est une étape cruciale dans la conception. L'IA peut énormément aider à analyser. Là, on a pris un exemple d'un document de 150 pages. C'est un gain de temps qui est fou. Ça ne remplace rien, ça décuple la productivité de la même manière sur la restitution ou sur la production de contenu. Donc, ce qu'on va montrer, c'est justement une équipe, une collaboration, c'est pour ça qu'on appelle EdTech un copilote, pour pouvoir faire gagner en productivité et mettre l'énergie, le cerveau humain au service des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je vous avais dit qu'on allait parler de quelques KPI qui sont importants. Comme on a adressé 3 personas, donc vous avez 2 exemples d'entreprises, une école ou université qui est l'EM Normandie et un organisme de formation, les retours sont assez bluffants. Pour Wurt, qui est donc une grosse entreprise internationale, ils ont divisé leur temps de création de formation par 3, tout simplement. On fera d'ailleurs un webinaire spécialisé sur le sujet jeudi prochain. Donc, n'hésitez pas à venir à ce webinaire. Et ça sera Wurt qui montera sur scène et qui parlera pendant la quasi-totalité du webinaire pour parler des gains de temps et de productivité. Et d'ailleurs, je pense que l'équipe pourra mettre le lien à la fin si vous souhaitez vous y inscrire. Le groupe LFB, de la même manière, gagne plusieurs heures de travail par semaine, par collaborateur, bien évidemment, donc gain de temps, gain d'argent, donc ROI assez évident. L'EM Normandie a non seulement fait disparaître le syndrome de la page blanche, mais maintenant réutilise toutes ses ressources donc, et est en capacité de se dire même n'importe quel type de cours enregistré d'un professeur en amphithéâtre est réutilisable et utilisable en source. Et Aptilink, qui est un organisme de formation partenaire, a intégré l'IA pour offrir beaucoup plus de valeur. Donc là, on parle vraiment de créer de la valeur, créer de la productivité pour ses clients, qui sont donc des clients finaux avec lesquels ils travaillent et pour lesquels ils peuvent augmenter bien évidemment leur capacité de production. Donc voilà quelques exemples clés dont on pourra parler plus en détail si vous le souhaitez et n'hésitez pas à poser vos questions. Mathieu, je vais te passer la main. C'est la partie animation et engagement et rétention des apprenants.
Super, merci Alexandre. Donc effectivement, là, l'idée, c'est de donner quelques clés sur des principes qui soutiennent l'animation, l'engagement des collaborateurs et leur rétention. Alors, on a regroupé un peu pêle-mêle différentes idées là. Le premier, c'est la simplicité de l'expérience de jeu. C'est un critère qui est très important. C'est de faciliter, simplifier la vie des collaborateurs, des apprenants. Il y a souvent une tentation, dès qu'on parle de formation, c'est d'être exhaustif. C'est-à-dire, on veut faire les choses bien, de manière complète, et donc on va faire offrir un contenu très large, avec des fonctionnalités qui sont parfois très développées, très grandes, et l'utilisateur peut se retrouver perdu. Le maître mot, là, c'est d'avoir une expérience qui est simple. Cette expérience, c'est pour ça que cette expérience, nous, on l'a fait sur mobile d'abord. Ensuite, on va en faire une expérience de jeu qui va être le plus simple possible, encore une fois, et de manière assez courte. On parle généralement d'expériences de 3 minutes par jour pendant certaines périodes de temps. Et derrière, justement, pour avoir une expérience de jeu simple et efficace, on va offrir une diversité de types de mini-jeux. On va mettre en place également des mécaniques de points, de dynamique d'étoiles aussi qui peuvent être collectées par les utilisateurs pour soutenir cette expérience de jeu dans des codes que connaissent la plupart des utilisateurs. On met en place également des systèmes de classement alors individuel ou par équipe, et qui peuvent être activés ou désactivés en fonction du besoin, du désirata du client ou la culture de l'entreprise. Des systèmes de badge, de statut également par rapport au niveau de formation qui a été acquis par le collaborateur. On met également en place des boutiques cadeaux et ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Alors, la pédagogie inversée, c'est quoi ? C'est le fait c'est ce qu'on appelle aussi une approche inductive, où d'abord, l'utilisateur, l'apprenant, va interagir, donc il va répondre à une question, et dans un second temps, il est exposé à une micro-connaissance, à une connaissance unitaire. Ça, c'est un avantage, c'est que ça va favoriser la rétention de l'information au niveau du cerveau des collaborateurs. Une grande littérature scientifique là-dessus qui le démontre et qui rend plus l'expérience beaucoup plus excitante, engageante, puisque tout de suite, on interagit d'abord et on apprend de manière dans la foulée. Donc, le fait d'avoir également des sessions courtes qui vont rassembler des collaborateurs ou des apprenants à un même moment est aussi un enjeu très important. On le fait à travers des systèmes de campagne. Une campagne, c'est un temps fort qui dure généralement une semaine et durant lesquels, chaque jour, une audience donnée va recevoir 3 à 4 questions-réponses qui emploient différents types de mini-jeux et qui vont leur permettre de jouer tous ensemble au même moment et de profiter d'une dynamique sociale, justement. Après, on va offrir aussi, au-delà, en complément de ces campagnes, donc qui est un engagement dans le temps de manière continue, puisqu'on va faire des campagnes tous les mois. En complément de ça, on propose également des bibliothèques de mini-parcours. Ces mini-parcours, en fait, c'est l'occasion pour les collaborateurs de découvrir des notions de manière autonome, à leur demande, quand ils le souhaitent, dans l'application et dans une expérience sous forme de story. Donc là encore, de leur simplifier la vie avec des codes comportements digitaux qu'ils connaissent. Donc on a une expérience qui est très proche de celle qu'on peut avoir dans une story Instagram et de mettre en place ce qu'on appelle du casual learning, où on va apprendre juste du bout du doigt en lisant des textes, en voyant des photos, des vidéos de manière très simple, en complément de la dynamique de jeu des campagnes. Et puis enfin, on va bien tirer parti effectivement de cette expérience sociale et notamment de la dynamique d'équipe en mettant en place des équipes qui sont animées par des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est un utilisateur de l'application qui bien souvent est un volontaire, pas forcément un manager du tout, c'est plutôt un volontaire et auquel est rattachée une équipe de 3 à 7 personnes. Et l'avantage de la mise en place de ces ambassadeurs et de ces équipes, c'est de créer des micro-communautés apprenantes.
qui s'encouragent, se dynamisent, se challenge entre elles de manière très vertueuse pour l'entreprise. Ce qui permet d'aller vers des micro-communautés apprenantes et d'aller vers une organisation apprenante effective et une culture apprenante au sein de l'entreprise. Et ce dont je disais, de pouvoir transformer ce qui a été défini dans le plan de formation, de le transformer en culture et réflexe effectif chez les collaborateurs. Et ça, de manière itérative à travers les campagnes, les différentes interactions, et donc dans le temps. Le temps est une composante très importante, d'occuper effectivement le temps. On ne fait pas passer un message en un seul coup. Il faut plusieurs fois pour qu'un message devienne effectif. Et on reprend effectivement cette approche-là. Et sur le slide suivant… Alors, juste avant qu'on passe au slide suivant, si tu le veux bien, il y a une question pour toi. Alors, je pense que c'est Gergana. Désolé si j'écorche votre prénom. Hop, je t'affiche la question. Elle t'est dirigée directement. Est-ce que vous avez des exemples concrets de l'augmentation de l'engagement des étudiants 18-23 ans suite à la mise en place de chasse aux étoiles, classement ou autre? Merci. Oui, alors on en a plusieurs, effectivement, parce qu'effectivement, on travaille tant à la fois avec des collaborateurs d'entreprise qu'avec des étudiants. On a notamment un exemple très intéressant, c'est le challenge annuel de l'OPP-BTP, qui est l'Office pour la promotion de la prévention dans les métiers du BTP, donc en gros le promoteur de la sécurité dans le monde du BTP. Et donc eux, ils ont deux grands domaines d'activité. Il y a la formation continue, donc ça c'est pour les collaborateurs, on n'en parle pas là pour cet exemple, et puis il y a la formation initiale. Donc là, cette fois, c'est les étudiants dans les centres de formation d'apprentis, dans les lycées professionnels de la filière du BTP. Et eux organisent un challenge depuis 20 ans qui s'appelle 100 minutes pour la vie. Et depuis 5 ans ou 4 ans, ce challenge est organisé, basé sur Spartid. Et ce challenge, c'est 20 000 étudiants qui, tous les ans, vont participer à ce challenge pendant plusieurs semaines. Et donc suivre un contenu sur plusieurs semaines très, très important. Donc consommer chacun un contenu très important, très dense et aller jusqu'au bout pour la plus grande partie de cette audience. Et en plus, un phénomène qui a été assez flagrant dans le PPBTP, c'est on a une fonctionnalité duel, on appelle des battles, où les utilisateurs peuvent s'affronter sur des connaissances. Et ces duels connaissent un succès qui est énorme dans le cadre de ce challenge, puisque en moyenne, les utilisateurs, les 20 000 utilisateurs participants de ce challenge, en moyenne, lancent et répondent à 7 battles en moyenne au cours du challenge, ce qui est énorme. C'est énorme. Parce qu'en comptant le fait que tout le monde ne fait pas de battle, alors il y a d'ailleurs certains hardcore users qui vont très loin et qui en font trop, ce qui nous a amené à faire des évolutions pour mettre des limitations au nombre de users, puisque pour pas trop biaiser les systèmes de points. Donc ça, c'est un exemple effectivement d'impact très fort sur l'animation et l'engagement d'une cible étudiante. Merci beaucoup. Ça peut pas être plus… Effectivement, la cible étudiante n'est pas facile d'ordinaire justement à engager parce qu'il y a beaucoup de concurrence de systèmes digitaux qu'ils connaissent et qui occupent leur attention en particulier. Voilà. Bien évidemment, vous avez nos coordonnées et chacun des sujets. Alors, merci beaucoup pour cette question. N'hésitez pas à en poser tous des questions. On y répondra en live ou à la session de questions à la fin. Et vous aurez aussi nos coordonnées. Donc, si vous souhaitez aller plus loin sur cette thématique-là avec Mathieu, évidemment, on est à votre disposition a posteriori du webinaire. Tout à fait. Cette thématique-là ou d'autres, puisque là, on parle et on va le voir de prévention sécurité, mais on intervient dans bien d'autres domaines, que ce soit dans de la performance, sur de la vente, de la qualité de service, également sur les sujets de transformation de l'entreprise, d'onboarding, etc. Alors oui, pour ce slide, pour compléter sur les clés à retenir en termes d'animation, la dynamique effectivement récurrente et sociale qu'on va illustrer à travers des campagnes. Ce sont
donc ces temps forts qui sont un point très important dans l'engagement d'une population. La valeur de l'engagement, du lien qu'on établit avec une audience, elle trouve toute son importance dans le lien qu'on établit dans le temps, donc dans la répétition. Et qui va avec ça, c'est de manière parallèle, c'est de mettre en place aussi, une fois qu'on a établi un lien, de pouvoir utiliser ce canal qui est ouvert pour un flux d'informations et d'actualités de manière constante. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on appelle Breaking News dans l'application qui permet d'aligner de manière constante et très facile la cible. J'en parlais, le fait de mettre en place des micro-communautés permet d'aller vers l'entreprise et la culture apprenante. Et puis, ça se base effectivement pour nous sur l'humain. Il ne faut pas oublier que même si on fait du digital, la formation, c'est toujours un sujet d'humain. Plus important sont les users, sont les apprenants. C'est la raison d'être même de ces programmes de formation. Et pour ça, on base aussi l'animation sur une organisation humaine. On en parlait, ce sont les fameux ambassadeurs. Ces ambassadeurs, dès que l'organisation est un peu importante, ils ont besoin d'être eux-mêmes animés par des super ambassadeurs. Et donc, on peut avoir eux-mêmes, dans les organisations plus larges, des ambassadeurs de super ambassadeurs. Et on fait ce qu'on appelle une pyramide d'engagement. On peut en parler très longuement, on a de nombreux exemples là-dessus, ce qui nous permet d'engager des pyramides. On fait certains déploiements sur 50 000 apprenants, donc ce qui permet de scaler l'expérience. Voilà. Et puis les tournois d'équipe aussi, la dynamique d'équipe, là aussi je peux en parler longuement, mais je ne veux pas trop monopoliser ce temps-là, mais de créer, d'amener les gens à ne plus envisager la formation comme une expérience solitaire, ou en tout cas individuelle, mais comme une expérience d'équipe. C'est un enjeu très important parce que la conviction qu'on a, c'est que la performance d'une entreprise, le succès d'une entreprise, c'est en fait le succès d'équipe au sein de cette entreprise. Et donc d'arriver, même au niveau de la formation, à tirer des dynamiques d'équipe, c'est promettre l'organisation à un grand succès. Voilà. Et vas-y, avant qu'on passe aux démos, je t'en prie. Oui. Et pour compléter, effectivement, sur les bénéfices qu'on a retirés de cette dynamique d'engagement et d'animation continue de vos audiences, c'est effectivement, LXP, il va vous permettre de mettre en place un apprentissage qui est plus stimulant, qui est plus interactif, qui est plus simple, qui facilite davantage la vie de l'utilisateur. Ça va vous permettre d'avoir un boost énorme sur le niveau d'engagement, d'implication, de participation des apprenants. La clé, elle est là, c'est la participation. Coubertin le disait il y a déjà plus d'un siècle, et on a vu à quel point ça s'illustrait avec de grands succès derrière cet été. Mais la participation est le moteur de l'apprentissage. Et vous le savez bien, c'est un enjeu très important. Derrière, une fois qu'on arrive à engager un utilisateur, un apprenant dans la participation, ce qui va être important, c'est de retenir cet utilisateur et que les connaissances qui ont été découvertes soient retenues. Et c'est là où à la fois la rétention des apprenants s'aligne avec la rétention des connaissances et la fameuse culture, et du coup, l'impact que ça a sur à la fois la performance, la motivation, l'alignement et l'engagement de vos collaborateurs dans l'organisation. Super. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Comme il est déjà 37, on va maintenant passer aux synergies et on va vous faire une démonstration en fait, de comment ça fonctionne, tout simplement, pour montrer la synergie entre les deux solutions. Donc, on vous a représenté sur un diagramme simplifié, mais extrêmement clair, en fait, de comment est-ce qu'on peut utiliser en amont et en aval les deux solutions. Et on va vous faire des démos en live. Donc, vous l'aurez compris, sur la partie cadrage, déroulé et création de contenu et activité, le copilote va vous accompagner et sans y passer trop de temps, parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne, va être en capacité de créer des contenus qui sont exploitables en l'état parce qu'ils sortent sous format SCORM, Word, HTML si vous le souhaitez, etc. Ou justement qui sont réinsérables dans des outils comme Spartid
Et là, c'est là où je te laisse prendre la main sur ce que tu vas pouvoir créer et ce qu'on va montrer en image juste après. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, EdTech apporte une contribution stratégique déterminante, je le disais, un préalable indispensable, c'est de cadrer les besoins, de transformer ces besoins d'évolution des compétences en plan pédagogique et en activité, planification d'activité. Va avoir des outputs très concrets, très intéressants, notamment, vous voyez tout à l'heure, de fichier SCORM, qui est un moyen effectivement de formaliser, vous le savez bien, les connaissances et des activités pédagogiques. Nous, justement, ce fichier SCORM que va produire EdTech, on va venir le récupérer et le transformer en activité de manière automatique, basée sur l'intelligence artificielle, de manière à ce que ces connaissances et les activités décrites dans le fichier SCORM prennent une vie en termes d'activité et d'animation de la manière la plus simple possible. Donc pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement deux types d'activités qui sont les plus centrales dans la solution. C'est d'abord des parcours. Alors, les mini-parcours, je vais vous le montrer à quoi ça ressemble. Encore une fois, ce sont un ensemble, un parcours, c'est un ensemble de micro-connaissances regroupées dans des chapitres et qui eux-mêmes constituent un parcours. Et ces parcours, ils permettent notamment de sensibiliser une population sur un sujet donné avant de lancer une campagne de jeu. Ou bien, de manière parallèle, à tout moment, les utilisateurs peuvent venir consulter ces mini-parcours dans une approche de casual learning, sous forme de story, à tout moment, en amont, en aval des campagnes, et d'avoir véritablement dans la poche des connaissances très accessibles, je vais vous montrer. Et puis derrière, on va avoir effectivement ces campagnes, ces temps forts de jeu, de quiz, que je vais vous montrer également. Et enfin, on va permettre d'analyser l'impact en termes de participation, en termes de progression, en termes de maîtrise, et donc de mesurer réellement l'engagement de la cible et l'atteinte des objectifs qui étaient fixés au départ. Et vous le voyez ensuite, une petite flèche qui repart directement sur la partie de conception, cadrage, conception, puisque, comme on le disait, on peut versionner un module, le modifier a posteriori, mais on va vous montrer directement à quoi ça ressemble, comme ça au moins on va rentrer plus dans le détail avec la démonstration des deux outils. Donc on va commencer par l'amont avec la création d'une formation en partant de zéro. Alors au départ, on s'était dit qu'on allait enregistrer une vidéo. Finalement, j'ai décidé de le faire a cappella, de le faire avec vous. Alors évidemment, le document SCORM qui a été utilisé par Spartid, ce n'est pas celui que je vais créer ici, c'est un équivalent qu'on a fait en amont. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je ne vais pas faire toutes les séquences, sinon ça va prendre un petit peu de temps et on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc là, on se retrouve sur la plateforme EdTech. Donc on est sur le tableau de bord dans lequel vous avez toutes les formations sur lesquelles je suis en train de travailler. Et donc vous voyez, certaines sont en phase de conception, production, version 1, version 2. Donc vous avez en fait les petites informations dans les vignettes en dessous. Sans plus tarder, on va créer une nouvelle ressource ensemble. Et comme on l'avait dit, on va créer une ressource sur la sécurité au travail dans le secteur de la construction. Donc, vous allez le mettre au niveau du titre. Donc, je vais mettre sécurité au travail dans la construction. Le sujet, je vais mettre le même que le titre. Le titre, c'est celui qui est sur la plateforme. C'est le titre qui peut être commercial. Là, c'est le sujet donc, de la formation. Donc, on commence à rentrer dans le cadrage. Ensuite, il va y avoir l'objectif de la formation. Donc, c'est l'objectif principal. L'objectif, j'ai fait un copier-coller ici. Ce qu'on a mis, c'est sensibiliser et former les travailleurs du secteur de la construction aux pratiques et normes de sécurité pour réduire les accidents et les risques liés à leur activité. Voilà l'objectif principal. Ensuite, ici, on va mettre le public, on va mettre les salariés du BTP. Voilà. Et ensuite, le niveau, on va pouvoir mettre, on peut mettre ce qu'on veut. Évidemment, c'est du cadrage, mais là, je vais mettre un niveau avancé. Ensuite, vous pouvez travailler en 6 langues sur la plateforme, avoir 6 langues de sortie directement disponibles. Là, évidemment, on va travailler en français. Et on arrive directement à la partie documentaire. Donc, je peux partir de rien avec continuer sans document. Mais là, on s'est dit qu'on allait utiliser un document de travail. On a pris celui-là, qui est un document qui fait 24 pages de l'INRS, donc Institut national de recherche de la sécurité. Donc, vous voyez, avec justement tous les sujets liés à la sécurité, avec des représentations, des graphiques, etc. Donc, un document assez type lorsqu'on crée une formation.
Et donc, je vais l'utiliser directement ici. Vous voyez tous les formats qu'on peut utiliser. Donc, je vais insérer ce document-là. Je vais le chercher ici. Hop, je l'avais mis là. Voilà, je l'insère. Je ne vais pas limiter l'IA aux sources. Je vais vous expliquer juste après. Voilà. Hop. Donc, je ne vais pas limiter l'IA aux sources et je vais extraire les images. Et je vais utiliser que ce doc. J'aurais pu en mettre plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire limiter l'IA aux sources? Si jamais vous ne voulez pas que le copilote aille chercher de l'information à l'extérieur, ou si vous travaillez sur un sujet qui n'a aucune comparaison à l'extérieur et donc pour lesquels les IA risquent, par exemple, d'halluciner ou aller chercher de l'information qui n'est pas importante, dans ce cas-là, vous limitez l'IA aux sources. Là, on est sur un sujet de sécurité au travail qui a beaucoup d'éléments à aller chercher. Donc, j'ai pris mon document qui va avoir une pondération forte et je ne l'ai pas limité à ce document. Donc, je peux aller en chercher à l'extérieur. Et ensuite, j'ai demandé à l'IA d'extraire les images. Donc, vous voyez, en quelques secondes, c'est analyser mon document. Et là, on va passer à la phase de thématique. Donc, de la même manière, c'est un copilote. Je peux écrire mes thématiques ou je peux demander au copilote de me faire des suggestions basées sur mon document et basées sur mon cadrage. Et donc là, l'idée, c'est que le copilote me propose des thématiques. Et là, on voit sécurité de chantier de construction, prévention des accidents, mesures de sécurité, formation sur les risques, etc., etc. Je peux brainstormer avec mon copilote et lui dire insiste sur tel et tel sujet, ou reformule, ou rajoute des thématiques, ou simplifie, etc. Une fois que ça me convient, je clique sur continuer, je passe à l'étape d'après sur les objectifs pédagogiques. Et là, c'est la même démarche. Puisqu'on a figé les thématiques, maintenant, ça me propose les objectifs pédagogiques. Quand je dis figé, on pourra les modifier a posteriori, vous l'aurez compris. Et là, de la même manière, ça va mettre des verbes d'action pour pouvoir m'accompagner sur les objectifs secondaires, donc parce que j'avais rempli mon objectif principal. Et encore une fois, je peux faire des modifications, brainstormer, améliorer. Et si je suis satisfait, je continue. Et pour terminer, ça va me proposer maintenant un petit synopsis, un résumé de la formation qui sera disponible également aux apprenants, me disant cette formation avancée sur la sécurité au travail s'adresse aux employés du secteur BTP, etc. Donc un petit synopsis résumant ce que je viens de faire. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon cadrage qui est à disposition et c'est là où je vous disais, on peut toujours le modifier et faire des améliorations. Ça, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai fait ce cadrage, je vais avoir mes séquences et la gestion documentaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans les séquences. Je peux les créer manuellement, ça reste un copilote. Donc, je crée une séquence avec un type de séquence, avec des concepts à aborder. C'est là où le travail d'ingénierie va être accompagné de l'IA, ou je peux générer directement ces séquences avec de l'IA et c'est ce qu'on va faire. Pour finir, j'ai ma partie documentaire. Donc, on voit qu'il y a mon document qui a été analysé, qui a été résumé et sur lequel on a trouvé des concepts clés, les concepts qui vont être liés à cette formation. Je peux toujours en ajouter. Donc, j'ai tous mes formats qui sont disponibles ici. Et également, comme j'ai demandé d'extraire les images, ça m'a créé une bibliothèque d'images avec tout ce qui était utilisable dans le document et toutes les images ici. Donc, je peux décider, par exemple, je vais faire une multi-sélection. Hop, je vais prendre celle-là et puis celle-là, par exemple, et puis je vais les faire analyser avec de l'IA. Et l'IA va venir justement également analyser ces images en me proposant des descriptions. Et donc, ça va me proposer voilà, une description pour chacune des images. Donc, elle pourra réinsérer ces images et les réutiliser et les utiliser comme des sources de contenu. Ça, c'est pour les documents. En attendant, je peux habiller mon module. Maintenant que j'ai une bibliothèque, je ne vais pas me gêner. Je vais pouvoir utiliser une des images qui sera mon icône de module et je ferai pareil dans les séquences. Le temps que je vous parle, ça m'a généré mes séquences. Les séquences, ça m'a proposé une intro, un apprentissage théorique sur les risques professionnels dans le secteur de la construction, mesures de prévention des risques, prévention de chute de hauteur, etc. Donc, ça me propose en fait des modules ici sous format d'apprentissage théorique. Ça m'a proposé aussi une étude de cas, prévention des risques professionnels, cas pratiques, une mise en situation et une conclusion. Rien de plus simple. Je peux éditer chacune des séquences en disant c'est bien, mais je veux quand même modifier. Donc, je clique sur le petit stylo, je modifie le résumé, je modifie les concepts abordés, j'en ajoute, j'en supprime, etc. Si jamais ça me convient, je vais prendre par exemple celle-là, un risque professionnel dans le secteur de la construction. Je rentre dans ma séquence. Elle est sous format théorique, donc je vais avoir contenu, glossaire et activité. De la même manière, je peux demander au copilote de générer. Je vais lui rajouter aussi une petite illustration de la même manière, soit avec ma bibliothèque, et vous l'avez vu rapidement, il y a aussi d'autres options, mais je les utiliserai dans la création de contenu. Donc là, ça va me proposer un contenu, et vous allez voir contenu qui est très différent si c'est de l'apprentissage théorique que si je descends tout en bas, sur une étude de cas. Une étude de cas va avoir une structure pédagogique différente, puisqu'on va avoir un énoncé, une analyse, un diagnostic, une solution. Sans rentrer trop dans le détail, pour laisser après la place évidemment à ce parti, je vais rester sur celle-ci, sur les apprentissages théoriques.
Et le temps que je switch de l'une à l'autre, ça m'a proposé un contenu. Ce contenu, je peux toujours l'améliorer, générer un nouveau contenu, ajouter un paragraphe, et je peux également, derrière, venir l'enrichir avec, vous l'aurez compris évidemment, la bibliothèque. Donc, ça serait inséré automatiquement s'il y avait identifié une image pertinente pour ce module. Donc, je peux utiliser ma bibliothèque. Je peux également, bien sûr, faire appel à des fournisseurs externes, donc des bibliothèques de photos. Et puis, je peux aussi en générer avec de l'IA. Donc, si par exemple, je dis, j'ai préparé un petit descriptif ici. Si je veux l'ensemble des équipements de protection individuelle, des EPI dans la construction sur une table, par exemple, parce que je dois montrer et je choisis mon style graphique, je peux aller moi-même créer des illustrations directement dedans pour pouvoir justement améliorer le contenu avec des images. On va voir ce que ça me propose, si jamais ce que j'ai écrit est suffisamment pertinent et si évidemment j'ai rien d'intéressant dans ma bibliothèque. Donc là, ça me propose voilà, mes contenus, mes équipements de sécurité sur une table, c'est ce que je lui ai demandé. Pour terminer, je vais pouvoir aussi rajouter de la vidéo. Et là, de la même manière, on a des fournisseurs. Donc là, si je prends l'exemple, hop, je vais mettre équipement de sécurité. Voilà, je vais mettre ça. Ça, c'est ce que j'avais mis. Non, équipement de protection individuelle. Je vais mettre celle-là. J'ai la source, je sais d'où elle vient et elle est intégrée automatiquement. Le temps que je fasse ça, je vais aussi pouvoir derrière générer mon glossaire, puis les activités. Et après, moi, je vais vous montrer comment je fais la passe à Mathieu et à Spartid, parce que l'objectif, évidemment, c'est de faire qu'une démonstration de la plateforme, mais c'est que vous voyez comment ça fonctionne. Le temps que ça génère le glossaire et les activités, ce qu'on peut faire au niveau d'une séquence, mais aussi du niveau du module, c'est exporter dans le format que vous souhaitez, directement ici. Et c'est là où je vais pouvoir exporter justement un SCORM que je vais pouvoir fournir à Spartid pour pouvoir faire la suite. Vous voyez, le glossaire a été généré automatiquement. Je peux toujours le modifier, évidemment, si je le souhaite. Et pour terminer, j'ai la génération des activités. Donc, j'ai toutes ces activités qui sont générables ici. Et je peux le faire aussi automatiquement avec de l'IA. Si je demande, hop, un QCM, un QCU, un vrai-faux. Et puis, je m'arrête là parce qu'il est déjà 50. Et ça va me générer automatiquement les activités. Donc, je vais attendre qu'il y en ait une qui génère. Et je vais tout de suite passer après à l'export du score. Mais je vais montrer, je vais passer la main directement à Mathieu parce que j'ai pris un petit peu de temps. Vous voyez, les activités sont en train de se générer. Donc, je peux tout de suite prévisualiser mon module, télécharger dans les formats que je vous ai montrés, et vous avez les mêmes options au niveau de l'intégralité des séquences. Donc, je peux également télécharger et exporter l'intégralité que j'envoie directement à Mathieu. Mathieu, à toi de jouer. Ton micro est coupé et je vais arrêter moi le partage d'écran pour que tu prennes la main. Merci Alexandre. Donc effectivement, une fois que Alexandre donc, a fini la génération du parcours, il va exporter un SCORM. Vous allez avoir donc un SCORM. Nous, ce SCORM, on va le récupérer. On va l'intégrer l'uploader sur notre plateforme et on va générer, dans un premier temps, on l'avait vu, un mini parcours. Et ce mini parcours, ensuite, va permettre également de générer une campagne. Et donc, d'avoir un ensemble d'activités qui sont prêtes. Là, pour le besoin de la démo, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau ensuite app pour l'utilisateur. Donc, je vais partager effectivement mon écran. En même temps que tu partages ton écran, je vais répondre à la question d'Élise. Donc merci, je viens de voir les différents exports possibles. Donc ça, vous avez vu pour les exports. Et pour les imports, il n'y a pas de limite non plus. Des fichiers, Word, Doc, PPT, CSV, SRT, donc même des sous-titres, audio sans limite, des liens vers des sites URL et du texte brut. Donc pas de limite pour les entrées et pour les exports, vous les avez vus à l'image. Et je te repasse la main maintenant que ton écran est partagé. Super. Voilà, donc là, je suis un apprenant et j'arrive sur votre application, l'instance de votre application, Spartid, qui porte votre nom personnalisé aux couleurs de votre organisation, de votre entreprise, de votre université, suivant les cas. Pour l'utilisateur, c'est extrêmement simple. Il va arriver sur une home page classique où il va avoir tout de suite une activité qui est en fait une campagne qui le cible avec un bouton jouer. On ne peut pas faire plus simple comme call to action. Donc, c'est là où on est sur une expérience qui est extrêmement simple. La home page comprend l'ensemble d'autres activités que je verrai préalablement.
En bas, j'ai donc là, je suis sur la page d'accueil. Je peux voir juste à droite de la page d'accueil le bouton parcours. Donc là, je vais arriver dans une bibliothèque justement de mini-parcours sous forme de story. On va retrouver tout un ensemble de mini-parcours que l'utilisateur peut consulter quand il le souhaite ou qu'on peut pousser à l'utilisateur à un moment donné. Alors par exemple, là, j'ai un parcours sur les mesures de prévention des risques. Ici, je vais avoir un parcours sur le choix des EPI qui proviennnent directement du plan qui a été et des informations qui ont été générées par EdTech. Donc, je vais pouvoir reprendre ce parcours en cours ou commencer au début, mettre directement au début. Et donc là, sur mon téléphone, je vais swiper exactement comme je le fais dans Instagram et je vais retrouver différentes micro-connaissances sous forme de texte, sous forme d'images, sous forme de vidéos et qui me permettent de manière très facile de me familiariser avec certaines notions. Je peux reprendre à tout moment là où j'en étais. Et ainsi, d'une manière très casual, encore une fois, très, très légère, pouvoir consommer du contenu sur différents sujets. Voilà. Et là, on va retrouver d'ailleurs des images qui, dans ce cas-là, proviennent d'EdTech, pourraient aussi provenir d'autres manières dans la solution d'autres générations soit d'images, soit de bibliothèques d'images. Toujours, et là, je vais retrouver toutes mes différents parcours, tous mes différents thèmes. Donc ça, c'est la partie mini-parcours. Après, le point important, c'est effectivement la campagne. Après m'être familiarisé, on m'a annoncé une campagne, et le premier jour de la campagne arrive, et on me propose de jouer. C'est une expérience de 4 minutes, la sécurité au travail dans le BTP. Donc, participer et tout jouer tous les jours, ça m'explique le principe de cette campagne. Je vois que c'est une campagne de 4 jours, qu'on est au premier jour, le classement provisoire qui a joué et gagné des points, les étoiles collectées à ce jour, et je peux commencer. Et donc là, je vois que j'ai 4 mini-jeux qui ont été utilisés pour cette campagne, et je vais lancer le premier jeu. Donc, je rentre vraiment dans l'expérience de jeu comme on peut avoir sur d'autres solutions de jeu. Et là, la question, c'est trouve l'erreur. La coordination de la sécurité sur les chantiers est facultative pour garantir la sécurité. Quelle est l'erreur? Là, je pense que c'est facultative. Je pense que c'est plutôt obligatoire. Et effectivement, elle est essentielle pour garantir la sécurité des travailleurs. Une fois que j'ai lu ce texte explicatif, il y a une question de compréhension qui apparaît, une question bonus, qui me dit, est-ce que tu penses que tu as bien répondu? Ça, c'est un point important parce que j'ai pu me tromper. Et si jamais je me suis trompé, je vais pouvoir quand même gagner des points de compréhension et donc créer du succès même dans l'échec. Là, en l'occurrence, j'avais bien répondu. Donc, je pense que j'ai bien répondu, oui. Donc, j'ai 6 points pour la question principale, 15 points pour le chrono, parce que le chrono est activé dans ce cas-là. Et j'ai 6 points bonus parce que j'ai bien compris que j'avais bien répondu. Ensuite, on va voir quelles sont les mesures de prévention des risques professionnels sur les chantiers de construction. Et là, on est sur un autre type de mini-jeu, c'est des cartes à glisser. Donc, on va pouvoir faire glisser, associer les cartes à différentes notions. Alors là, c'est tout bêtement un oui-non, mais on peut associer jusqu'à 4 notions, une par coin, pour la solution. Donc là, je vais mettre en fonction de ce que je pense la carte au bon endroit. Hop. Volontairement, je me trompe. Je vois la correction qui est ici. Est-ce que j'ai bien répondu ou pas? Oui, non, oui, non, oui, non. Et je pense que j'ai mal répondu. On me réexplique effectivement quelles sont les mesures de prévention qui sont à prendre. Et là, je pense que j'ai mal répondu. Donc, non. Et là, on me dit bien joué parce qu'effectivement, j'ai compris que j'avais mal répondu. Donc, ça veut dire que j'ai appris. Et donc, je gagne 6 points pour cette correction de compréhension. Question suivante. Là, on est sur un picture spot. Donc là, on va me dire dans cette image, où est-ce que la bonne zone? Et là, donc, parmi ces pictogrammes, lequel décrit un danger de type charge suspendue. Et donc là, je peux aller regarder les différents pictos. Et en l'occurrence, je vois que
ici, il y en a un qui m'a l'air de ressembler à charge suspendue. Et effectivement, j'ai la correction, ça correspond bien. Je peux même étendre. Et le pictogramme représentant un triangle jaune avec une grue survolant une charge indique un danger de charge suspendue, etc. Et avec les bons réflexes qui y sont associés. Et je pense que j'ai du coup bien répondu. Et je vais gagner 13 points parce que j'étais un peu lent sur le chrono ici. Ensuite, on est sur un autre type de mini-jeu qui est là, qui est un mini-jeu qui permet de classer des cartes dans un ordre donné. Donc, ça permet notamment d'apprendre une procédure, entre autres. Donc là, c'est les étapes pour assurer la sécurité sur un chantier, analyser les risques de l'environnement de travail, informer l'équipe des consignes de sécurité, vérifier les équipements de protection individuelle, installer les significations de sécurité. Donc, le premier, ça doit être vérifier les équipements de protection individuelle, analyser les risques de l'environnement de travail, informer l'équipe et installer les signalisations. Je vérifie l'ordre. Première, c'est bon. Deuxième également. Troisième, en revanche, c'était pas bon. Donc là, je vais itérer et proposer, ça doit être comme ça. Et donc, informer, c'est à la fin, une fois qu'on a installé les signalisations. Et je vérifie l'ordre. Et l'ordre est bon. Et donc là, cette fois, j'arrive sur l'écran d'explication. Et là, je vérifie toutes les informations. Voilà. Et enfin, j'arrive à ma série du jour. J'ai gagné 85 points. J'ai collecté tout un ensemble d'étoiles. Et donc, je peux revenir sur la home page où là, je vois que ma campagne est toujours en cours, mais je pourrai y jouer que demain, puisque le deuxième jour ne sera disponible que demain. Je peux être routé. Là, j'ai un écran, c'est tout pour aujourd'hui, qui peut me router vers des ressources externes. Donc, j'ai un bouton qui permet d'emmener vers une ressource externe. Je peux voir mon score également, où j'en suis dans cette campagne. Et je peux recevoir aussi des breaking news qu'on n'a pas pu voir là. Il y a tout un ensemble d'autres fonctionnalités. On peut défier les joueurs à travailler des battles, qu'elles soient aléatoires ou en visant tel ou tel joueur. On a également un wiki qui permet de retrouver toutes les campagnes passées et de rejouer tel ou tel contenu, de retrouver les connaissances, de les rejouer si on le souhaite. Également, dans ce wiki, on a une bibliothèque de documents. On peut rajouter des PDF qui peuvent être des documents utiles qui sont dans la poche pour l'utilisateur. Voilà pour cette très rapide démo. Et donc, tout ce contenu a été généré automatiquement par IA et n'a demandé aucun effort dans le cadre de cet exemple. Merci beaucoup. Je vois, on a tous les deux un peu dépassé. Il est déjà 12h01. Donc, on va passer directement aux questions. Et évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans des tests, dans l'utilisation des deux solutions, vous avez la capacité de nous contacter, évidemment. Ou là, je vois quelque chose qui s'affiche pour EdTech. Et de la même manière, évidemment, pour Spartid, si vous souhaitez tester la solution. Est-ce que vous avez des questions avant que… Alors, je vois que oui, il y a peut-être des questions. Non, il y a des remerciements. Pour le replay, il sera envoyé également. Merci beaucoup, Élise. On m'avait demandé, Mathieu, est-ce que vraiment à midi, il faut qu'on ait vraiment les questions. Je vois une autre question. Comment EdTech garantit la sécurité des documents transmis? Il y a très bonne question. Merci, Élise. On a créé en fait un environnement où les agents qui analysent des documents de nos clients sont sécurisés en hébergeant des modèles sur des serveurs dédiés et silotés. C'est-à-dire qu'aucune information ne remonte directement au LLM pour les améliorer. Donc, vous êtes sur un environnement qui est ultra sécurisé. C'est ce qui nous a permis, entre autres, de travailler actuellement avec le ministère des Armées, le commissariat d'énergie atomique ou le Marine nationale, d'ailleurs. Je vois une autre question. Qu'en est-il de la propriété intellectuelle des contenus créés? Alors, ça, c'est très intéressant. Merci aussi, Paula, pour cette question. Donc, en réalité, il y a deux choses. Il y a les éléments qui sont fournis à EdTech pour lesquels nous n'avons pas de contrôle, comme sur PowerPoint. PowerPoint ne peut pas contrôler que vous mettez des éléments qui ne sont pas libres de droit. Là-dessus, nous, on a une charte avec des conditions générales qui
force les utilisateurs à bien valider que ce qu'ils utilisent est libre de droit, mais on ne peut pas limiter si quelqu'un met un PDF dont il n'est pas le propriétaire. Donc, pour l'entrée, nous, on ne peut pas faire de vérification. Pour la sortie, par contre, vous avez la capacité de voir les sources de ce que vous produisez. Et les IA que nous utilisons sont des IA considérées éthiques, entre autres sur la partie génération de contenu comme Mistral, et qui permettent de s'assurer que l'entraînement de ces modèles ont été faits en tout respect de l'IA Act de la Commission européenne. Et après, le contenu qui est créé est le vôtre. Vous pouvez l'exporter dans n'importe quel type de format. Donc, vous êtes propriétaire de ce que vous créez directement sur EdTech. Merci pour cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois quel type de données ou de rapport Spartide, c'est pour toi. Hop, je la mets à l'écran. Mathieu? Pardon. C'est la question pour toi, une question de Élise. Quel type de données ou de rapport Spartide fournit-il pour suivre l'impact des formations sur les performances des employés? Alors, donc notre plateforme, elle est constituée de deux briques. Il y a d'une part une application mobile, dont je vais montrer quelques parties des fonctionnalités. Et de l'autre côté, on a un back-office web qui vous permet de créer, de générer tout le contenu qui va être diffusé dans la solution et puis de configurer aussi vos campagnes, quand est-ce qu'elles vont avoir lieu, etc. Tous ces éléments. Il y a également dans ce back-office un module Analytics où on va retrouver toutes les informations, toutes les données liées à la participation des utilisateurs aux campagnes, mais aussi à tout l'ensemble des activités, leur progression, leur maîtrise sur les sujets, tout un ensemble de métriques assez complètes donc qui sont fournies dans ce module Analytics, qui fait partie du back-office, une des sections du back-office, et qui propose aussi des exports de données si vous voulez faire des tris encore plus avancés derrière, même si le module Analytics présente pas mal de données derrière. Et un autre point important, en gros, à l'issue de chaque campagne, il y a une note NPS, Net Promoter Score, qui est faite auprès des utilisateurs. Ils ont une note qui leur demande à quel point vous recommanderiez quel est votre niveau de satisfaction sur cette solution. Voilà, et je ne sais pas si vous êtes familier avec le mécanique du Net Promoter Score, on va prendre seulement les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui ont donné une note entre 8 et 10, on va retrancher les détracteurs, c'est-à-dire on va enlever le score de tous ceux qui ont donné une note de 1 à 4, je crois, et ce qui donne une vision très fidèle et très réputée et reconnue du niveau de satisfaction des utilisateurs. Et une deuxième question, est-ce qu'il y a des KPI de suivi sur Spartide? Oui, alors justement, dans le module Analytics dont je parlais, ça regroupe tout un ensemble de KPI. Alors, on va retrouver, ils sont très nombreux, je ne vais pas tous les lister là, mais on va retrouver effectivement liés déjà des taux de participation, les taux de maîtrise de contenu, de bonnes réponses, les taux de complétion, à quel point justement les utilisateurs sont allés au bout à la fois des mini-parcours et des campagnes qui ont été données, les taux de rétention des utilisateurs. Ça va assez loin. Il y a également des cohortes d'utilisateurs. Enfin, les données sont multiples. Merci beaucoup. Et je crois que c'était la dernière question. Donc, on a un petit peu dépassé, on s'en excuse, mais il y a eu beaucoup de contenu et beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi, Mathieu, d'avoir partagé cette prise de parole. Vous avez eu tous les liens. Évidemment, vous allez avoir le replay également si vous souhaitez rentrer en contact avec nous. Donc, n'hésitez pas si vous voulez qu'on aille évidemment plus loin dans cette analyse et dans les démonstrations des outils respectifs. Donc, merci Mathieu, merci aux équipes qui ont organisé ce webinaire avec nous et qui sont dans l'ombre, mais qu'on remercie. Et on est à votre disposition. Excellente journée à tous et encore une fois, merci beaucoup Mathieu. Merci Alexandre et merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.